On va reprendre avec un dernier talk. Fanny qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui après avoir organisé rien que ça, le Dev Lille semaine dernière. Du coup, un talk sur l'accessibilité, en plus un quiz pour finir la journée. Nickel. Bon talk à toi. C'est bon? Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Moi, c'est Fanny Demey. Je vais essayer de vous réveiller et de me réveiller moi-même. Je suis développeuse mobile. Je dis bien, je développe 90% de mon temps parce que quand je discute avec les gens, ils me disent alors tu fais beaucoup d'accessibilité et tout. Et 10% de mon temps, je fais de l'accessibilité, de la formation et de l'accompagnement. Tout ça en tant qu'indépendante. Et aujourd'hui, je vous propose de faire un petit quiz pour à la fois améliorer vos connaissances en termes d'UX et d'accessibilité. Je vais vraiment pousser sur ces parties-là et puis s'amuser et peut-être remporter une petite boîte de bonbons du Nord. Alors, on va commencer tout de suite avec une question, mais avant, on va faire le setup. Donc, vous pouvez soit scanner le QR code, soit aller sur menti.com et entrer le code 29 92 83 95. Voilà, je le laisse encore un peu. Je crois qu'il y a, vous voyez des gens qui arrivent au fur et à mesure, je pense qu'il est régulièrement dans les slides et dans la présentation pour rejoindre en cours de route. 25, ça a l'air à peu près ce que vous êtes, 26. Est-ce que c'est bon? Tout le monde est là? Allez, c'est parti. Alors, la première petite question, c'est pour vous familiariser avec l'outil. Quelle est l'abréviation de Accessibility? Et là, vous devez taper. Le reste du quiz, ça sera plus souvent des questions avec des choix, etc. Il y a quelqu'un qui a ici décidé juste qu'il ne jouerait pas, il se croise les bras et il ne veut pas gagner des bonbons. Tant pis. Plus que 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Alors, la bonne réponse était A11Y. Il n'y en a que 9 qui ont bien répondu. Est-ce qu'une des personnes qui a bien répondu veut dire pourquoi on dit A11Y? Ouais, c'est comme I18N, ça vous parle? I18N, internationalisation. A11Y, c'est A, le Y, et il y a 11 caractères entre les deux. Alors moi, des fois, je dis aussi Ali. Donc voilà, des fois, vous pouvez retrouver ça sur des sites sur lesquels vous allez, ou vous pouvez aussi écrire A11Y autour d'une recherche pour chercher des trucs sur l'accessibilité. Il y a des propositions surprenantes. Je ne sais pas regarder. A10CN. Il y avait de l'idée, il y a quelqu'un. ActBT. Ok, pas mal. A10N. Ça, c'est un mélange d'accessibility et internationalisation. Alors, on va refaire juste très rapidement resituer l'accessibilité et le handicap dans le monde et en France. Le handicap, ça touche aujourd'hui 1,3 milliard de personnes dans le monde. Ce qui fait à peu près une personne sur 5. Rappelez-vous, pendant le Covid, pour Noël, on a eu le droit de fêter Noël, mais on a eu le droit d'être 5, je crois, à table. Voilà, statistiquement, il y a une personne qui était potentiellement porteuse de handicap. Ces statistiques que je vous donne là, c'est vraiment les personnes déclarées. Donc pareil, dans votre entourage, vous connaissez certainement des gens qui entendent moins bien, voient moins bien, mais n'ont pas forcément fait les démarches d'aller déclarer leur handicap. Donc forcément, les statistiques sont beaucoup plus élevées dans la réalité. Quand on zoome à l'échelle de l'Europe, on est sur 135 millions et la proportion, elle reste la même, une personne sur 5. Et à l'échelle de la France, 12 millions, pareil, une personne sur 5. Les différentes formes de handicap, est-ce que vous les connaissez ? Allez-y, c'est talk interactif, j'essaye de vous réveiller. Alors, première forme de handicap. Oui. Handicap moteur, oui. Cognitif. Auditif. Et visuel. Voilà, vous savez tout.
handicap moteur, une personne, surtout dans nos apps, nous, ça va être les personnes qui vont avoir un usage limité ou rendu plus difficile des mains. Donc soit c'est des personnes qui vont utiliser des clickers, ou alors des personnes comme quelqu'un qui a la maladie de Parkinson, qui va avoir besoin que les zones cliquables soient finalement plus grandes pour plus facilement utiliser votre application. Handicap auditif, c'est les personnes sourdes ou malentendantes. Bien faire la distinction, c'est pas la même chose. Dans le numérique, finalement, comment ça va surtout dans nos apps, en fait, comment ça va se traduire et comment ça va être impacté, c'est dès que vous allez véhiculer des informations de manière sonore, donc soit des vidéos, soit de l'audio. Et ce qu'il va falloir faire, c'est proposer un texte, une transcription. Par exemple, vous êtes sur un podcast, vous proposez une transcription du podcast pour que la personne sourde ou malentendante puisse consommer ce média. Dans les vidéos, ça va être des sous-titres. Dans les réseaux sociaux, ça va être la possibilité, quand vous uploadez une vidéo sur TikTok ou autre, de pouvoir facilement rajouter le sous-titre sur votre vidéo. Handicap cognitif, c'est une catégorie très vaste qui va de la maladie d'Alzheimer aux troubles autistiques, avec des difficultés qui en apparence sont très diverses, entre un jeune enfant autiste et puis une personne qui a Alzheimer et qui perd la mémoire. On a tendance à se dire c'est pas les mêmes problématiques, mais dans le numérique, dans leurs besoins au quotidien, ils vont avoir des problématiques et les solutions vont être les mêmes. En fait, on va travailler sur des interfaces qui sont plus simples à utiliser, qui nécessitent de moins utiliser la mémoire, etc., etc. Donc quand on parle de cognitif, on est beaucoup sur de l'UI et de l'UX. Et handicap visuel, globalement, quand on parle de handicap visuel, on pense personnes malvoyantes et personnes aveugles. Encore une fois, là, faites bien attention aux mots que j'utilise et aux mots que vous utilisez quand vous en parlez. Quelqu'un qui est malvoyant, c'est quelqu'un qui voit mal, voilà, comme le mot le dit. Moi, je dis personne aveugle, comme ça, on ne confond pas avec non-voyant. Une personne aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas ou qui perçoit peut-être que les sources de lumière, etc. Donc utilisez plutôt aveugle, c'est pas un gros mot, plutôt que non-voyant, comme ça laisse pas le doute quand vous en parlez en entreprise. Bon, ensuite, dans handicap visuel, forcément, il y a aussi des personnes qui perçoivent mal ou moins bien les couleurs, etc. Voilà. Alors, j'ai une question pour vous. Hop, je passe le leaderboard dans le métrage juste après. En tant que dev, sur quelle forme de handicap avons-nous le plus d'impact ? Je vous ai à moitié donné la réponse dans mes petits pitchs. On va voir. Alors, j'ai pas des pitchs, Gérard, c'est juste le pitch que je viens de faire. Tu peux pas répondre? Alors, donc, des fois, il y a des questions où plus vous êtes rapide, plus vous marquez de points, et je crois que celle-là, elle met le même nombre de points pour tout le monde, quand vous avez bon. Tintin. Oui, vous avez presque tous bien répondu. Et effectivement, moi, je trouve que en tant que dev, on a plus d'impact sur le handicap visuel. Pourquoi ? En fait, en tant que dev, on est les experts de notre plateforme, de notre techno. Que ce soit sur les usages, souvent, vous avez peut-être votre designer qui est peut-être plutôt sous iOS et qui va venir vous voir en tant que dev Android en disant quel est le composant le plus adéquat sur Android, parce que je connais pas. Donc sur les usages, vous êtes les experts sur vos technologies, et puis du coup vous devez être aussi expert et experte des outils d'accessibilité qui sont disponibles sur vos téléphones, et donc comment rendre votre application compatible avec eux. Donc ça sous-entend par exemple Tollback sur Android et VoiceOver sur iOS, mais aussi savoir changer le niveau de zoom dans son appli et voir comment sur son téléphone et voir comment l'appli réagit. En général, ces deux choses-là, c'est vraiment les deux choses principales que vous devez faire sur vos apps et que vous devez maîtriser. Handicap moteur, c'est aussi une bonne réponse, puisque finalement, ce que je dis à chaque fois, c'est par ricochet. Les outils qui sont utilisés par les personnes qui ont un handicap moteur fonctionnent sur la même technologie
que ce qui est utilisé pour décrire les écrans par Tollback VoiceOver. Quand vous allez rendre accessible un bouton en lui mettant la sémantique de bouton, etc., et ben c'est la même sémantique qui est utilisée par les clickers qui vont se brancher du coup à des outils comme Switch Access, Voice Access, et les gens ils utilisent leur voix, etc. Selon les plateformes, les noms des outils sont pas les mêmes, mais voilà. Allez, on va regarder un peu le leaderboard. Gérard. Bon, là, tout le monde a 1000 points, en fait. C'est pas très drôle. Oh, Nicolas, qu'est-ce qui se passe? Donc, voilà. Donc, les problématiques les plus courantes, vous avez peut-être déjà entendu parler d'accessibilité, surtout sur les images, mettre des content descriptions, des textes alternatifs, les formulaires, etc. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un sujet que je trouve passionnant, c'est l'expérience utilisateur spécifique au lecteur d'écran. Parce qu'en plus, c'est quelque chose où moi, j'ai beaucoup de retours d'utilisateurs aveugles qui me demandent de développer dans une appli l'expérience utilisateur la plus optimale pour eux. Et on va voir en particulier 2 bonnes pratiques. La première bonne pratique qu'on va voir, c'est comment optimiser l'ordre de lecture. Et la deuxième, comment on va faciliter la navigation. Alors, pour optimiser l'ordre des lectures, est-ce que je peux passer à la question suivante? Répondez rapidement pour obtenir le plus de points. Par défaut, dans une application native, comment un lecteur d'écran parcourt-il les éléments? Est-ce que c'est selon la structure hiérarchique de la vue ou est-ce que c'est selon leur position à l'écran? Donc selon la structure hiérarchique de la vue, c'est est-ce que si mon bouton il est déclaré dans mon XML ou autre plus haut que mon champ de saisie, il va être lu avant, ou alors est-ce que s'il est positionné à l'écran plus haut, il va être lu avant ou inversement? À votre avis? Et oui, c'était un piège, c'est selon la position à l'écran. Le piège, il est surtout lié au fait, je pense, si vous avez fait du web, c'est que dans le web, si on veut changer l'ordre des éléments, eh bien on déplace dans le HTML, on déplace l'élément, on le met plus haut et il sera lu plus haut. Parce que le lecteur d'écran, il prend le DOM et puis il lit les éléments dans l'ordre du DOM. Sur iOS et sur Android, quand on est sur une app native, ce qui va fonctionner, en fait, ce qui va être utilisé, ça va être la position à l'écran. Je vais retourner. Non, je vais regarder quand même le leaderboard. Après, je reprends ce que je disais. Parce que là, c'était celui qui répond le plus vite et en plus de points. Ça va mettre un petit peu plus de différence dans le classement. Gérard, je t'ai dit qu'il ne fallait pas gagner. Allez, Galadriel, hein, faut battre Gérard. Donc, effectivement, c'est la position des éléments à l'écran. Donc, l'OS, finalement, va refaire une analyse pour annoncer les éléments, de l'élément le plus haut à gauche à l'élément le plus bas à droite. Je ne sais pas si je l'ai fait dans le bon sens, je me trompe tout le temps quand je le fais. Mais du coup, pourquoi je vous parle d'ordre de lecture, etc., en quoi ça peut être problématique? Première raison pour que ça soit problématique, c'est que parfois naviguer sur l'action ou l'information principale de l'écran, ça peut prendre beaucoup de temps. Et parfois l'ordre de lecture n'est pas logique. Ce qui m'amène à une nouvelle question. C'est pas une question de rapidité cette fois-ci. Avec VoiceOver ou Tollback, quel geste permet de naviguer d'un élément à un autre dans l'ordre de lecture standard? Ceux qui ont fait le talk tout à l'heure, normalement vous avez pratiqué, vous devez avoir, bon c'était le talk ce matin, le défi, accessibilité, je sais plus, sur le bout des doigts, voilà. Donc, est-ce que c'est balayer vers le haut ou le bas pour passer, par exemple, dans mon exemple de texte 1 à texte 2, ou est-ce que c'est balayer vers la gauche ou la droite? Effectivement, la réponse, c'est balayer vers la gauche ou la droite. Hop. Et ce que je vois souvent quand je donne des formations, c'est que mes participantes, ils essayent de balayer, mais en se positionnant sur, vous voulez l'encadrer vers. Mais en fait, vous pouvez balayer l'écran n'importe où. Ce qui est important, c'est de faire ce geste de swipe de la gauche vers la droite. Ce que je vois aussi souvent, c'est que c'est beaucoup plus intuitif et pratique de le faire comme ça avec son pouce dans la main que le téléphone posé comme ça sur le PC. En fait, on va avoir tendance avec son doigt comme ça à avoir le doigt qui rebondit.
Et en fait, en rebondissant, il y a un autre geste de tollback qui est un simple tap. Quand vous tapez sur un élément et vous relevez le doigt, ça déplace le focus sur l'élément en dessous. Et donc, en fait, les personnes me disent, bah là, mon focus, il est parti à l'autre bout de mon écran, enfin, juste en dessous de mon doigt, ça marche pas, c'est compliqué, comment ils font les aveugles. Donc, voilà, utilisez plutôt votre pouce. On m'a dit qu'il fallait que je vous réveille, donc voilà. Naviguez jusqu'à l'action principale. Donc là, vous reconnaissez, on est dans Spotify. On est d'accord, l'action principale de Spotify, c'est de jouer la musique ou de la mettre en pause. Pour arriver du coup jusqu'à ce bouton, en utilisant le geste balayer vers la droite, on va faire un geste, ça va passer ici à lecture à partir des recherches, encore un geste sur le bouton menu, encore un geste sur le titre de la musique, un geste pour le bouton favori, un geste pour le slider de progression, un geste pour le shuffle, un geste pour retourner en arrière, et enfin, le fameux bouton lecture. Vous êtes d'accord avec moi que c'est pas du tout optimal, donc là, on va essayer d'améliorer ce genre de situation. Autre situation où l'ordre de lecture, cette fois-ci, n'est pas logique. Si on fait rien, ici, vous êtes ceux qui ont un téléphone Android reconnaissent le widget standard pour mettre en place une alarme. Et donc, l'ordre de lecture, je vous ai dit, c'est l'ordre d'affichage. Donc, il va d'abord lire 12, puis 11, puis 1, puis 10, puis 2, puis 9, etc. Vous avez compris. Alors, heureusement, ils ont fait en sorte dans le code pour que ça fasse bien dans l'ordre logique des choses pour rendre le composant utilisable. Parfois, c'est pas l'ordre de lecture qui est pas logique, mais c'est juste qu'il n'est pas optimal. Là, par exemple, on imagine une magnifique appli du DevLil, tu vois, Gérard, je fais des belles maquettes, et j'arrive sur un talk, d'un point de vue design, on a la catégorie en premier, donc ça dit catégorie accessibilité. Ensuite, je balaye vers la droite, smartphone et accessibilité. Ensuite, de nos jours, nos smartphones, blablabla, blablabla. Et enfin, 10h20, 11h. Mais le jour de la conférence, en fait, l'information que je veux peut-être avoir en premier, c'est à quelle heure c'est, et c'est quoi le titre, et peut-être la catégorie en même temps que le titre, histoire de regrouper les choses, et après, le contenu de la conférence. Donc, qu'est-ce qu'on va faire et comment on va faire ça ? Première solution, on peut, pour résoudre certaines de ces problématiques, disposer un second élément plus haut à l'écran. Et deuxième technique qu'on va utiliser, ça va être modifier l'ordre de lecture, ce qui paraît assez logique comme solution. Comment on fait ça ? Ça m'amène à une nouvelle question. Je passe le leaderboard. C'est parti. Alors, à votre avis, je suis désolée, ma question va être super facile. Dans quel environnement peut-on détecter si un lecteur d'écran est activé ? Sur le web, sur le mobile, les deux ou aucun ? Ouais, c'est parce qu'en fait, j'ai fait ce quiz en version web et mobile. Et là, je l'ai fait que mobile. Du coup, j'ai laissé une question sur le web et le mobile. Mais c'est pas grave. Vous pourrez dire à vos devs web ou pas. Moi, je peux faire ça. Et toi aussi, tu peux faire ça. Ou alors, moi, je peux faire ça. Et toi, tu peux pas faire ça. Voilà, on peut faire que sur le mobile. Sur le web, on n'a aucune API qui nous permet de savoir tel utilisateur est en train d'utiliser un lecteur d'écran et donc de faire des choses en conséquence. On utilise plein d'autres bidouilles, à base de CSS, etc. et de choses pas très jolies. Donc on reprend le cas Spotify. Là, l'idée, la préco que moi j'aurais, ce serait de positionner un bouton lecture plus haut dans l'ordre de lecture. Donc par exemple, ici, dans la barre en haut, je mettrais le troisième élément qui serait le bouton lecture. Donc comment je fais ça ? Sur Android, ça prend 2 lignes de code. Vous avez ici, vous récupérez l'Accessibility Manager et en gros, vous créez un booléen à partir de is enabled ou is touch exploration enabled. Faut bien mettre les deux. Un jour, j'ai mis que un des deux. Et en fait, le is enabled, c'est juste si la personne est déjà allée sur son téléphone activer les services d'accessibilité de manière générale. Et une fois, je l'ai pas fait, et donc ça a planté ou ça marchait pas comme il fallait. Donc voilà, vous prenez les 2 lignes de code, vous les copiez-collez, vous réfléchissez pas. Sur iOS, on peut faire la même chose avec une variable d'environnement, Accessibility VoiceOver Enabled. Et pareil, ces deux choses-là, là je monte du Swift UI, vous pouvez faire exactement la même chose en UIKit.
Je reviens juste ici. Pourquoi ici, moi je préconise plutôt de disposer un second élément plutôt que changer l'ordre de lecture. On aurait pu se dire, on n'a qu'à modifier l'ordre et lire lecture à partir des recherches, puis ensuite sauter sur le bouton lecture, puis ensuite retourner à l'ordre de lecture standard. En fait, le bouton lecture ici, il a quand même une position hyper stratégique d'être entre précédent et suivant. Si on l'avait déplacé, on n'aurait pas pu le mettre 2 fois en fait, ou on aurait fait beaucoup plus de bidouilles dans le code pour faire ça. Et c'est quand même pratique d'avoir toujours le bouton lecture entre ces 2 boutons et accessible à un seul geste. Donc modifier l'ordre de lecture, on va par exemple plutôt le faire ici, en disant d'abord je vais mettre le focus sur 10h20, 11h, ensuite je vais peut-être le mettre sur smartphone et accessibilité, ensuite peut-être sur catégorie accessibilité, et enfin sur le contenu de la conférence. On va voir après, hein. Là vous vous dites, ouais mais il y a quand même 4 gestes pour passer sur une conférence, on va voir après pour faire moins de gestes pour passer sur une conférence. Et comment on fait ça? Il y a le modifier semantics sur Android, c'est votre outil. À chaque fois qu'en termes d'accessibilité, vous voulez modifier quelque chose, ça se passe là-dedans. Donc au niveau de la colonne, par exemple, vous allez faire isTraversalGroup égale true dans le modifier semantics. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis ensuite, à l'intérieur, sur chaque texte, dans le modifier semantics, je mets traversal index et avec une pondération différente pour venir changer l'ordre. Donc là, on voit que l'ordre de lecture, ça va être de la pondération la plus basse à la plus élevée. Le isTraversalGroup égale true permet de dire je modifie l'ordre de lecture, mais à l'échelle de ce composant, de ce groupe-là. Mais sinon, ce groupe-là restera toujours après les éléments qui sont au-dessus de ce groupe-là. Sur iOS, il y a la même chose. Là, je monte du SwiftUI, mais c'est pareil. À chaque fois, ça existe dans toutes les versions que vous voulez. Mais petite particularité, si vous faites les 2 technos, moi, je teste toujours parce que c'est l'inverse. Donc là, si on veut que 10h20, 11h20 soit lu en premier, il faut mettre 4, etc. Et on a la même logique de dire je modifie l'ordre de lecture à l'échelle de ce composant-là avec le accessibility_element.contains sur le container. Donc on a vu comment optimiser l'ordre de lecture. Maintenant, on va voir comment faciliter la navigation. Donc ceux qui étaient là au défi de ce matin ont peut-être appris certains de ces gestes. Donc appuyer 2 fois, ça permet de cliquer et d'interagir avec le composant. Balayer vers la gauche et la droite, on l'a vu. Simple tap, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, il y a tous ces gestes qui permettent de faire plein de choses, de faciliter, d'aller plus vite pour faire des choses, etc. Donc nous, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour faciliter la navigation? Première chose, utiliser des titres. Ça vous parle? Qui a déjà utilisé des titres dans son application pour faciliter la navigation? Ok. Ça, c'est une excellente idée. Et ensuite, on va réduire le nombre de gestes en mergeant des composants ensemble. Utiliser les titres, là, on retourne sur Spotify. On voit clairement ici, on a une structure d'app assez standard dans les apps mobiles, avec des listes horizontales et puis des sections séparées par des titres. Là, si on ne met pas de titre, pour parcourir cet écran, il va falloir passer sur Don Vapi, Sibyl Disney, etc. Vous voyez que j'ai des enfants. Et ça peut être très très long pour passer d'une catégorie à l'autre. Alors que grâce au titre, finalement, je vais pouvoir passer de écouter récemment. Le lecteur d'écran va m'annoncer à la fin titre, parce que ça veut dire que le ou la développeuse dans le code a associé la sémantique titre. Et donc l'utilisateur ou l'utilisatrice sait qu'il peut passer au titre suivant, et j'essaye en balayant l'écran vers le bas. Au titre précédent, en balayant vers le haut. Ce que j'ai envie de vous dire aussi sur les titres, c'est que là c'est obvious que c'est des titres. Faut pas hésiter à utiliser les titres pour faciliter la navigation. Sur, par exemple, vous avez une appli de retail avec des produits, mettez des titres sur les noms de vos produits. Comme ça, l'utilisateur, il peut passer de, je sais pas moi, céréales à paquet de pâtes, à je sais pas quoi, plus rapidement. Et puis, si le produit l'intéresse, balayer vers la droite et rentrer dans les détails du produit, connaître le prix, ajouter au panier, etc. Donc ça, n'hésitez vraiment pas. Et moi, c'est mes utilisateurs qui me disent d'en mettre. Donc vous n'allez pas vous planter à faire ça.
Et pour ajouter des titres, c'est hyper simple. Donc là, vous voyez la version compose, encore une fois le modifier semantics. En SwiftUI, en fait, à chaque fois que vous allez vouloir modifier ces informations d'accessibilité, vous allez utiliser aussi ce qui s'appelle les modifiers. Ils commencent toujours par .accessibility. Donc vous faites .accessibility, vous attendez, vous regardez quelles sont les différentes fonctions qui sont disponibles. Et là, en l'occurrence, j'utilise accessibility add trait pour lui rajouter ce qui s'appelle un trait, en fait, c'est une fonction titre, donc isHeader. Sur iOS, c'est pas écrit aussi ici, mais il y a maintenant la possibilité de mettre des niveaux de titres. Un peu comme on a sur le web avec H1, H2, H3, etc. On peut mettre les niveaux de titres, ce qui permet de... C'est annoncé à l'utilisateur, ça lui permet d'avoir encore plus une idée de la structure de votre page. Je ne sais pas encore, j'ai pas encore expérimenté pour être honnête, si on peut facilement passer de H3 en H3 ou de H2 en H2. Ça me paraît plus compliqué sur le web où... Enfin, sur le web, on a un clavier pour naviguer, en tout cas sur le PC. Hein. Donc, je n'ai pas encore testé, j'avoue, j'ai pas eu le temps. Donc maintenant, on va voir comment réduire le nombre de gestes, ce qui m'amène à la question numéro 6. On va faire un peu de leaderboard avant, allez. À 11 exi. Oui, bien joué, à 11 exi. Alexis. Oh là là, c'est qui Alexis? T'es malin, toi. Alors, chaque bonne réponse donne le maximum de points. À votre avis, combien de gestes sont nécessaires pour parcourir un tweet avec un lecteur d'écran? Donc sur feu Twitter. Voilà, l'application a été plutôt bien faite. Et donc, combien de gestes il faut pour entendre le contenu du tweet et interagir avec, mais aussi facilement passer au tweet suivant si on n'est pas intéressé par une interaction avec ce tweet. Je vous préviens, c'est la question piège du quiz. Donc on va voir si vous tombez dedans. La réponse est 1. Oui, il y en a 3. C'est qui les 3 qui ont bon? Et encore Alexis. Plus personne ne va lever la main parce que j'affiche tout le monde à chaque fois. Bien joué. Alors, comment ils ont fait? Ils ont mergé les composants et ils ont utilisé des interactions spécifiques au lecteur d'écran. Bon, on va regarder dans le détail. Merger les composants, déjà, en gros, ça veut dire tout ça, tu merges et soit en mode tu merges et tu concatènes tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, vous allez utiliser sur Android le modifier semantics avec, dans les paramètres de cette fonction, merge descendant égale true, ou en SwiftUI, accessibility element, children, combine. Soit, et je pense que c'est ce qu'ils ont fait ici, utiliser le clear and set sémantique, merge descendant égale true, donc pareil, là vous lui dites, finalement, tous les petits blocs verts qui devaient être un élément indépendant, ça devient un grand bloc vert à l'échelle de votre container, et dedans, donc là, vous avez clear, il n'y a plus rien. Parce que vous avez un gros bloc vert, mais il n'y a plus rien dedans. Donc vous devez maintenant venir lui donner les informations sémantiques. Donc surcharger, et là, l'intérêt, c'est que dans texte, on va pouvoir dire, tu annonces design des services du numérique, il y a 5 jours, blablabla. Si je vous remontre juste avant le tweet, c'est mieux de faire ça, de faire un clear plutôt que merger tout de manière un peu brute. Comme ça, on a la main sur dans quel ordre les informations elles sont annoncées. Est-ce qu'il y a des choses qu'on veut annoncer avant ou après? 5 jours, au moins on dit 5J, on fait une pierre deux coups, on corrige d'autres problèmes d'accessibilité, etc. Et donc, pareil sur iOS, mais pareil, c'est plutôt des fonctions .accessibility qui vont s'enchaîner. Ensuite, on va utiliser les interactions spécifiques au lecteur d'écran. C'est ce que je préfère, parce que c'est vraiment ouf ce qu'on peut faire pour faciliter la vie des utilisateurs et utilisatrices. Et parfois, ils ont même une expérience utilisateur encore meilleure que la nôtre. Je vais vous montrer comment. Donc là, je suis sur le tweet, et le lecteur d'écran, il m'a lu « Design des services du numérique », blablabla. Appuyez 2 fois pour voir toute la conversation. OK, ça c'est l'action de clic standard. Ils ont personnalisé, normalement c'est appuyer 2 fois pour activer. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils ont personnalisé le but de l'action. Donc c'est intéressant, ça permis de confirmer l'action du clic. Et puis ensuite on entend
Action disponible. Utilisez le geste appuyé avec 3 doigts pour les afficher. Donc l'utilisateur, en appuyant avec 3 doigts, il arrive, il y a ce menu natif, ça n'a pas été développé par le ou la développeuse, et dans ce menu, il y a les différentes actions du tweet, liées à un tweet. Activer pour voir le détail, répondre, tweeter, etc., etc. Il y a aussi un autre geste, là c'était appuyer avec 3 doigts, moi je ne fais pas celui-là, pour afficher ce menu. Sinon, il y a un geste qui est important à savoir, c'est en gros le geste de balayer vers le haut ou le bas. C'est un geste qui est configurable. Pour le configurer, sur Android, vous faites un V à l'endroit ou à l'envers, vous avez un menu qui s'affiche. Donc là, il s'affiche sur Action, mais il peut aussi permettre de changer le débit de parole, etc. Donc en gros, je configure mon geste balayer vers le haut ou le bas sur Action. Et ensuite, quand je balaye vers le haut ou le bas, eh ben, ça passe d'action en action. Enfin, j'entends les actions une par une et je peux interagir avec ou non. Là, ce qui est cool, c'est que finalement, si le tweet, à un moment donné, je me dis en fait non, je ne veux pas interagir avec, je balaye vers la droite et ça va au tweet d'après. Cette histoire-là de V, sur iOS, vous allez utiliser le rotor, donc vous allez faire avec vos doigts comme avec un compas et vous allez pouvoir personnaliser à quoi va servir le geste balayer vers le haut ou le bas. Et pour utiliser les custom actions, on a une API qui est super cool, encore sur Android, le modifier dans Semantics, et bien on a un paramètre custom action, on lui fournit une liste de custom accessibility action qui va prendre un label, donc le label c'est ce qui va s'afficher dans la liste et qui va être annoncé, et puis l'action, vous allez tout simplement plugger l'action de clic que vous aviez déjà. Donc là c'est un truc hyper simple à mettre en place, où vous allez venir brancher des informations que vous avez déjà dans votre code et qui vont optimiser à fond l'expérience de l'utilisateur. Sur iOS, c'est pareil, sauf que on chaîne des points accessibility action. Je crois que dans les dernières versions de SwiftUI, il y a des méthodes qui permettent d'en mettre plusieurs d'un seul coup, de mettre une liste. Mais voilà. Alors, question 8. Et c'est la dernière question. Il ne faudra pas que je mette le leaderboard après pour faire un peu de suspense. Comment faire un clic long avec Talkback ou VoiceOver? Est-ce que c'est appuyer 3 fois? Est-ce que c'est appuyer avec 2 doigts? Est-ce que c'est appuyer 2 fois avec 3 doigts? Ou est-ce que c'est appuyer 2 fois et maintenir appuyé? Bon, en fait, c'est aussi une question piège, c'est là, parce qu'en général, on ne la connaît pas. Alors, la réponse, c'est appuyer 2 fois et maintenir appuyé. Il n'est pas évident à faire ce geste. Moi, j'ai bugué les premières fois où je faisais. Donc, voilà, on appuie 1 fois, 2 fois, on reste sur le téléphone. Mais on a tendance à vouloir remonter, en fait, à faire comme un clic. Bon, pourquoi je vous parle de clic long? Déjà, je ne vais pas mettre les réponses au quiz. Mais pourquoi je vous parle de clic long? C'est parce que, justement, Twitter, là, il l'utilise aussi. Donc on a vu qu'il a lancé action disponible, mais il dit aussi appuyez 2 fois et maintenez un foncé pour interagir avec ce tweet. Donc quand on fait cette action-là, on a un menu qui s'affiche, là cette fois-ci qui a été développé par Twitter et qui permet d'accéder aux mêmes actions. Là vous allez me dire, on l'a déjà fait avec les actions disponibles, et là finalement on donne accès aux mêmes informations, mais via le clic long. Ce qui se fait beaucoup en accessibilité, que ce soit avec un lecteur d'écran, qu'en accessibilité cognitive, etc., c'est de laisser la possibilité aux gens de accéder à un contenu avec l'action qui leur est la plus confortable. Il y a peut-être des utilisateurs qui ont plus de facilité à faire un geste ou l'autre, donc là, ils proposent différents moyens d'accéder au même menu. Autre truc, où là, moi, je trouve qu'ils ont une meilleure expérience utilisateur qu'une personne voyante, c'est que moi, quand il y a un clic long sur une appli, je ne le sais jamais. Je suis obligée de voir quelqu'un qui me dit « Ah, mais regarde, sur WhatsApp, quand tu fais un clic long, en fait, maintenant, tu peux modifier. » En fait, une personne aveugle, ça va lui dire « Appuyez 2 fois et maintenez enfoncé pour modifier le message ou accéder à des... » Et c'est trop cool, en fait. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire pour véhiculer ce genre d'informations. Voilà.
Et pour faire un clic long, finalement, c'est un clic long, hein, standard, comme on le fait justement pour WhatsApp, quoi. Je vais faire une petite parenthèse sur iOS. Vous avez un composant qui est super cool, qui s'appelle les ajustables. Ça parle ajustable? Ok. Alors, un ajustable, moi, la prochaine fois, quand je suis arrivée sur iOS, j'ai dit, mais c'est quoi un ajustable? C'est un slider. Bah oui. Et la particularité d'un slider, que ce soit sur Android ou sur iOS, c'est que pour changer la valeur d'un slider, c'est la seule fois où, quand vous êtes sur ce composant-là, ce que vous avez configuré avec le V ou le rotor est complètement oublié. Et pour changer la valeur du slider, vous allez balayer vers le haut ou le bas. J'ai fait l'inverse avec mes gestes, mais c'est pas grave. Sur Android, un ajustable est forcément numérique et l'API pour venir jouer un petit peu avec ce truc-là est carrément merdique. Mais sur iOS, non. Mais en quoi ça va être utile? Eh ben, on imagine ici, on est encore une fois sur Spotify, et ça c'est un cas que moi, sur l'appli sur laquelle je développe pour les personnes aveugles et malvoyantes, ils m'ont demandé de le développer. Donc là, on est sur un bouton qui permet de retourner 15 secondes en arrière. Et ben nous, on a dit que c'était un ajustable, et qu'en fait, en balayant vers le haut ou le bas, eh bien, on pouvait changer la fonction du bouton. Et la changer pour que ça soit balayé de 30 secondes, balayé de 5 minutes, et sur un truc qui n'est pas forcément linéaire, en fait. Mais l'intérêt, encore une fois, c'est qu'on vient garder l'ordre classique, informer l'utilisateur que sur ce bouton, il peut faire des actions supplémentaires, lui donner accès en un simple geste balayé vers le haut, plutôt que appuyer longtemps, ouvrir une modale, changer la fonction du bouton, etc. Et puis, si ça ne l'intéresse pas, il continue. Et l'API des ajustables est géniale. Sur SwiftUI, vous avez du coup le modifier Accessibility Ajustable Action. Il vous donne en entrée une direction, incrémente ou décrémente, et après vous faites ce que vous voulez. Vous gérez la valeur et vous en faites ce que vous voulez. Et donc c'est pour ça que j'ai réussi à faire, moi, tu balayes, et puis c'est 5 minutes la valeur d'après, tu balayes, c'est 1 heure la valeur d'après. Donc ça, pareil, pas hésiter à l'utiliser. Je reviens sur un cas d'usage, le retail, changer la quantité dans un panier d'un produit, plutôt qu'avoir un bouton plus et un bouton moins et la quantité au milieu, vous faites un ajustable, vous avez quantité 2, balayez vers le haut ou le bas pour changer la valeur, vous balayez vers le haut, ça change la quantité, voilà. Et l'utilisateur, ça lui prend un seul geste au lieu de bouton, texte, bouton, et s'il n'est pas intéressé par changer la valeur, il balaye vers la droite, il continue. Donc je rêve d'avoir ça sur Compose un jour, ça viendra peut-être, je ne sais pas. Petit récap, donc on a vu comment optimiser l'ordre de lecture et faciliter la navigation. Comment optimiser l'ordre de lecture en modifiant l'ordre de lecture et en disposant un second élément plus haut dans la hiérarchie si on détecte qu'un lecteur d'écran est présent. Dites pas aux gens du marketing que vous êtes capable de mesurer si vos utilisateurs ils utilisent un lecteur d'écran. La proportion de personnes aveugles est quand même... il y a 100 000 ou 300 000 aveugles en France et il faut leur donner accès aux choses. C'est une injustice, mais si vous donnez cette information-là dans les mains de gens pas forcément bien attentionnés, ils vont dire on va arrêter de faire ça, on va faire d'autres trucs. Bref, gardez-le pour vous. Utiliser des titres et réduire le nombre de gestes en mergeant et en utilisant toutes ces interactions spécifiques qu'on a vues, Custom Action, clic long et ajustable sur iOS. Bon, alors qui va repartir avec une petite boîte de bonbons du Nord? J'espère que c'est pas Gérard. Désolé Gérard, tu rigoles plus parce que je t'embête. Suspense. Je pense que c'est Alexis. Bravo. Et tu pourras venir. C'est des bêtises de Cambrai, mais apparemment vous connaissez ici. C'est un truc du Nord où mes grands-mères vivaient, donc petit clin d'œil à ma famille. Voilà, merci de votre attention. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là maintenant ou je suis là après, n'hésitez pas à venir me voir. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Ça peut être sur l'accessibilité en général.
Merci pour cette présentation. Première question, j'ai 2 questions, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont les questions. Ah non, c'est une par personne. D'accord, ça marche. On a vu qu'on avait pas mal de redondance sur la description entre Android et iOS. Donc c'est une réflexion qui serait intéressante à faire en commun sur les équipes, entre les développeurs Android et iOS, voire même qui peut être fait en amont par une équipe produit, par un designer. Comment est-ce qu'on peut communiquer facilement sur un design pour des personnes malvoyantes ou aveugles? Tu peux chercher Stéphanie Walter sur Internet, qui est une designeuse et qui a fait des super articles sur comment documenter l'accessibilité à l'échelle du design. Finalement, il faut développer des bonnes pratiques. Déjà, la première étape, c'est de se dire, entre vos designers, designeuses et vous, qui fait quoi? Est-ce que c'est vous qui gérez ça? Merger les composants. Est-ce que c'est designeuse qui va vous dire faut le faire comme ça, ou alors vous allez dire bon écoute, moi c'est bon, c'est un sujet que je maîtrise bien, je le prends. Donc répartir les responsabilités, et ensuite des content descriptions à partir du moment où tu dis moi les content descriptions en tant que dev, normalement c'est pas de notre responsabilité, mais bon ça dépend des tailles d'équipe aussi, hein. Et elle peut le documenter dans le Figma ou autre. Mais voilà, regarde Stéphanie Walters, ce qu'elle raconte dessus, tu cherches accessibilité et c'est une bonne ressource. Très bien, merci. Deuxième question, vas-y. Deuxième question par rapport, donc on parle beaucoup d'IA. Il y a Google qui a fait pas mal d'annonces sur l'accessibilité avec l'IA, notamment Tollback qui pourrait décrire des images. Est-ce qu'on a des outils aujourd'hui qui sont déjà en production ou qui vont arriver, disponibles pour justement faire de la description de contenu qui marche, et comment nous, en tant que développeurs, on peut faciliter nos applications pour que ces IA puissent exploiter nos données. Et du coup, est-ce que ça vaut le coup de continuer à travailler la sémantique, sachant que demain, on a potentiellement des outils qui vont le faire à notre place en détectant quels sont les éléments les plus prioritaires et compagnie? Alors, aujourd'hui, avant, donc je ne sais pas si cette annonce est récente ou pas, mais ça fait déjà 3-4 ans que si vous ne mettez pas un content description ou un texte alternatif sur une image ou sur une image ou une icône button, l'OS le fait déjà. Essayer de deviner ce que c'est. Par exemple, tu n'as pas mis que ton plus sur un bouton, le texte alternatif c'était plus, il va dire image détectée plus. Pareil sur des images, aujourd'hui ça le fait déjà, dire image de paysage avec une personne en premier plan, etc. Donc ça existait déjà. Et donc le fond de ta question c'était du coup comment nous on peut se servir de ça, et est-ce que ça sert encore à quelque chose de mettre des content descriptions? Voilà. Aujourd'hui, j'ai pas connaissance d'outils qui viennent remplacer l'humain sur la connaissance du métier de ton application. Une IA lambda installée sur le téléphone de l'utilisateur sera jamais si, par exemple, je sais pas, le bouton ajouter, en fait, pour toi, c'est pas ajouter, mais c'est bref. Et je trouve pas d'exemple, mais ton métier, c'est toi qui le connais. Et donc, mettre une IA qui remplace les termes, ça va pas faciliter la compréhension. Mais j'ai bon espoir que, justement, l'IA, les bienfaits de l'IA, c'est que ça vient aider sur la santé, ça vient aider dans des domaines où il y a besoin d'évolution, et sur l'accessibilité, par exemple, pour les personnes sourdes, etc., il y a d'énormes évolutions. Donc, je pense qu'il y a des choses qui arriveront, qui vont leur faciliter la vie, je ne sais pas si ça va nous faciliter la vie. Dans le dev, c'est déjà pas trop compliqué de mettre un content description. Ce qui est compliqué dans le dev, c'est d'avoir connaissance de tout ce qui est cette expérience utilisateur, de tous les cas possibles et comment les résoudre en fait. Mais techniquement, dans le code, il n'y a pas, je vois pas en quoi l'IA nous aiderait, parce qu'il n'y a pas d'intelligence vraiment sur faire un point sémantique, content description. Voilà. Merci. J'ai une troisième question, si personne n'a une question. Merci beaucoup. C'est plus pour rebondir. La bonne pratique, c'est quand on fait des tests auto, parce que c'est bien d'en faire. Et l'accessibilité est très utile pour écrire des tests auto, pour détecter en fait les blocs. Donc voilà, les sémantiques, c'est super utile. La sémantique, et ce qui est bien, en tout cas en Compose, c'est que la sémantique, c'est la même chose qui est utilisée par les librairies de tests UI. Et donc, quand on vient mettre des sémantiques, ça nous permet de mieux les cibler dans nos tests UI, et en est gagnant un peu sur les 2 points. On est bon ? Tout
à l'heure, on a eu un cas pratique qui illustre cette troisième question sur les conférences. Je planifie mes conférences en avance et le jour de la conférence, j'accède au même écran et j'ai mes conférences. Seulement, mon usage en tant que malvoyant ou non-voyant n'est pas le même. Les priorités ne vont pas être les mêmes. Je reprends un autre exemple, la navigation. Je veux savoir comment aller de la gare de Nantes pour venir ici en amont de l'événement et savoir si ça va me prendre 15 minutes ou une demi-heure. Le jour de l'événement, je connais déjà cette information-là. Ce qui compte, c'est pouvoir me déplacer avec. Comment est-ce que je peux faire de la sémantique qui dépendent du contexte, justement, en termes de priorisation, pour se dire que dans tel contexte, c'est telle action qui va être prioritaire par rapport à tel autre contexte où je veux inverser les éléments. Alors, dans l'exemple que tu dis, j'ai l'impression que du coup, presque dans ta tête, l'ordre des éléments ne serait pas le même selon le contexte et il faudrait trouver un moyen de deviner dans quel contexte la personne elle est. Je trouve ça un peu dangereux parce que avoir un ordre qui change en fonction d'un contexte, c'est hyper important. Les personnes aveugles, elles se font une image mentale de comment ton appli elle est structurée. Et donc du coup, si un coup le bouton il est mis en premier, puis le coup d'après il est lu en troisième, c'est compliqué à comprendre. Ce que je ferai en sorte, c'est que tes deux actions, tes deux contextes soient tous les deux facilement actionnables. Que ce soit me déplacer ou connaître l'information, que ça demande 2-3 gestes maximum pour accéder à l'information. Après, par exemple, dans l'application sur laquelle je bosse, on fait du déplacement comme ça. On fait plein d'autres choses, mais il ne faut pas hésiter à avoir recours à des raccourcis Siri, des trucs comme ça qui permettent d'aller plus vite sur une action. Je crois que sur Apple, vous avez aussi des trucs genre tu appuies 3 ou 4 fois derrière et ça lance un truc. Sur des fonctions, si par exemple tu as une app et c'est une fonction vraiment clé de je me déplace et je veux être guidé, bah, pourquoi pas la plugger sur un truc raccourci qui permet d'y aller vite à l'instant T, surtout qu'au moment où tu veux te déplacer, tu es moins disposé à te concentrer et à être sur ton écran qu'au moment où tu prépares ton voyage. Donc essayez de faire un mode raccourci. Je pense à cette priorisation, on la voit sur les applications de navigation. Souvent on a la côté planification de ce qu'on va faire. Et sur le même écran, on va passer en navigation. Et là, on voit la priorité côté visuel qui est modifiée. Et voilà. Mais ça reste les mêmes éléments généralement. Mais une priorité. Après, c'est ça, c'est sur ton écran principal aussi. Tu peux avoir différents accès. Vous pouvez regarder, il y a une appli qui est open source qui s'appelle Soundscape. C'est un projet qui a été repris, en fait, qui était l'idée par Microsoft et qui permettait aux personnes aveugles de se guider dans la rue avec une spatialisation. Et donc, on posait des balises pour pouvoir se repérer sur son chemin habituel, etc. Et donc, il y a la phase en amont où soit la personne aveugle, soit sa personne aidante lui fait un parcours avec des balises pour aller à sa boulangerie, ses parcours du quotidien. Donc, on a un accès rapide sur le menu à je vais prévoir mon voyage. Et puis, on a un accès rapide juste en dessous à je veux faire ce voyage-là du point A à un point B. Donc, c'est l'UX après. À quel moment dans ton parcours, comment tu fais pour faciliter tout ça? Et du coup, est-ce que vous auriez des applications à nous recommander à tester pour voir ce qu'est une bonne UX pour des personnes malvoyantes, non-voyantes, et des applications justement au contraire pour voir quelle est la différence entre une application bien conçue et mal conçue? Alors, des mal conçus, il y en a beaucoup. Je pense que tu prends ton téléphone, tu essayes un truc et ça peut être vite complexe. On me pose toujours cette question-là et aujourd'hui, j'ai pas trouvé une appli qui fait tout bien. Parce que entre l'accessibilité cognitive, etc. Twitter, je l'avais pris en exemple. À ce moment-là, elle faisait beaucoup de choses. Après, moi, je suis partie de Twitter, donc je ne sais pas s'ils ont gardé ces bonnes pratiques-là. Ils ont sûrement viré tous les gens qui géraient l'accessibilité aussi. L'appli sur laquelle je bosse s'appelle Localisateur. Si tu es curieux, tu peux l'installer. Vous allez être vachement surpris parce que pour le coup, là, on fait une appli qui est essentiellement pour les personnes aveugles et malvoyantes, donc c'est focus expérience utilisateur pour eux. Et typiquement, quand tu ouvres l'appli, tu as un menu, au lieu d'avoir ton menu en bas comme ça avec tes 5 trucs, en fait, tu as un menu de 5 gros boutons comme ça qui te permet d'accéder à ces informations-là. Voilà, tu peux regarder à quoi elle ressemble celle-là. Si d'autres personnes ont des exemples d'applis qui ont une bonne accessibilité, n'hésitez pas à les citer. Et si vous avez besoin de testeurs, etc., et que dans vos boîtes, vous n'avez pas accès à ces personnes-là, n'hésitez pas à contacter la Fondation Valentin EI.
C'est la fondation, l'association d'aveugles et malvoyants de France la plus grosse. Et pour les petites structures, je sais qu'à un moment donné, ils avaient des VLC à tester, à leur faire des retours, etc. Ils n'hésitent pas à faire des retours juste sur l'expérience utilisateur et vous aider peut-être à toucher plus facilement ces utilisateurs-là pour avoir des REX. Si vous êtes dans des grosses boîtes, en général, cherchez bien dans la boîte. Il y a forcément quelqu'un qui est concerné et qui va vous donner des retours en direct. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on est bon. Ça marche. Merci beaucoup. Merci Fanny.